passer à la deuxième partie. Du coup, le métier d'officiant. Et voilà, donc là, encore une fois, j'ai eu beaucoup de questions, notamment Lo qui m'a posé plein de questions là-dessus. Donc, on va y répondre. On va déjà se demander une question un peu pratique, mais essentielle, c'est-à-dire à quel moment est-ce qu'on doit contacter l'officiant au cours de la préparation de son mariage? 6 mois, 1 mois et demi, 2 ans? Alors, ça va dépendre de 2 facteurs. Ça va dépendre d'abord, et c'est logique, du temps qu'il faut à cet officiant en particulier pour créer une cérémonie. Et ça, c'est variable d'un officiant à l'autre. Si je prends mon cas, prenez 3 mois. Si vous me contactez moins de 3 mois avant la date de votre mariage, je vais vous dire que je ne pourrai pas créer votre cérémonie, je n'aurai pas le temps de le faire. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est à quel point cet officiant est demandé. Parce que du coup, parfois, 1 an et demi à l'avance, il est déjà pris sur la date que vous vouliez. On est d'accord. Donc, à quel moment contacter son officiant? Le plus tôt possible, forcément, pour être sûr d'avoir une date disponible. Mais ça, c'est vrai pour l'ensemble des prestataires. Ça, c'est vrai pour tous les prestataires. Voilà. Si vous avez un prestataire coup de cœur, vous le contactez tout de suite. Parce que moi, je vois avec l'orchestre, on est booké 2 ans à l'avance. Il suffit que vous ayez choisi cette date-là et voilà. C'est ça. Et particulièrement sur les dates en saison. Forcément. Particulièrement sur les dates, oui. Alors, mai jusqu'à octobre. Alors, juin à septembre, j'en parle même pas. Dès que vous savez, posez au moins une option. Prenez contact. Voilà, c'est à ce moment-là. Après, sur la construction de la cérémonie, ça dépend de l'officiant. Et pour ce qui me concerne, voilà, c'est ce que je disais, c'est 3 mois. Alors, du coup, ça c'est Lo aussi. Je ne vous ai pas oublié. Qui me demande, je trouve ça assez intéressant. Elle me dit comment savoir si l'officiant que l'on contacte est le bon. Alors, c'est délicat, parce que toi, tu es officiante, mais l'idée, c'est quelles questions tu nous conseillerais de lui poser? Alors, je ne sais pas quelles questions précises on pourrait poser, mais le point principal, l'élément clé, c'est le ressenti, ce qu'on appelle le feeling, qui est passé dans le langage courant, mais la façon dont on se sent avec cette personne. Je parlais de la confiance vis-à-vis d'un officiant qui n'est pas professionnel. C'est encore plus vrai pour un officiant qui est professionnel. Il ne fait pas partie, au moment où vous le rencontrez, de votre cercle de proches. Si vous n'avez pas l'impression que vous pouvez tout lui dire, c'est pas le bon. Donc, fiez-vous à votre intuition et à la façon dont vous vous sentez. Ça, c'est super important. Ensuite, vous pouvez avoir un très bon feeling avec une personne qui va vous exposer ce qu'elle est capable de faire. Il faut qu'elle puisse vous permettre de vous projeter dans ce qu'elle fait. Parce que chaque officiant a sa propre façon de fonctionner et les résultats vont être différents à chaque fois. Si cette personne peut vous embarquer dans son univers, si vous pouvez vous projeter et si ce qu'elle vous propose vous plaît, c'est encore un indice. Vous avez également, et c'est très important, les avis, les commentaires qui ont été posés parce que c'est la seule façon de savoir si ce que vous dit cette personne, elle est véritablement capable de le faire. Après, il faut faire attention où on regarde ces commentaires. Par exemple, sur les plateformes type mariage.net, c'est uniquement des avis de mariés, mais c'est le prestataire qui envoie un lien aux mariés en leur disant « Est-ce que vous acceptez de témoigner ?» C'est ça. Et je suppose, alors j'ai la chance et je touche du bois et tout ce qu'on peut, ça m'est jamais arrivé, mais un mariage qui se passerait pas très bien, je suppose que j'enverrai pas ce lien pour demander de laisser un commentaire, ça me paraît très logique. Facebook, n'importe qui peut écrire un commentaire, mais une fois qu'il est là, on ne peut plus le retirer. Donc sauf circonstances particulières où on pourrait dire à la plateforme mais cette personne n'a jamais assisté à un de mes mariages, il faut le prouver, c'est assez lourd. Donc ça reste relativement fiable. Si vous n'avez que des avis positifs, c'est peut-être que cette personne, on n'a rien à lui reprocher. Alors moi, sur la question des avis, je trouve ça c'est un vrai sujet parce que, encore une fois, là, ça touche à tous les prestataires. Oui. Je te rejoins, il faut faire attention aux plateformes, puisque ce sont les mariés, ce sont les prestataires qui envoient le lien aux mariés. Maintenant, pour moi, ce qui va jouer aussi, je ne sais pas si tu me rejoins, il y a 2 choses pour moi. Il y a le volume. Parce que si vous avez énormément de commentaires positifs, c'est quand même qu'il y a une probabilité que le prestataire soit bon. Et puis après, parce qu'il ne faut pas non plus négliger le petit prestataire qui se lance et qui justement peut-être le fait avec passion, il sera très investi. Avec une circonstance supplémentaire, il y a ceux qui, comme moi, prennent pas beaucoup de mariages sur une année. Ça c'est vrai. Parce que du coup, forcément, on a moins de volume. Mais c'est logique, c'est parce qu'on choisit la qualité. Il y a ça aussi pour les photographes, ou même pour les orchestres, etc. Donc, à un moment, à vérifier, à pondérer du coup le volume, mais c'est un bon indice. Non mais tu as raison. Et après, ce que j'aurais également voulu dire, c'est que pour moi, il y a la teneur du commentaire. Ah oui.
C'est-à-dire qu'à un moment, si le commentaire... Il faut bien voir qu'un mariage, c'est un moment où il y a beaucoup d'émotions. Et du coup, si le commentaire, il est rédigé de façon presque trop polie, j'ai envie de dire, ou un peu froide, pour moi, il aurait quelque part moins de valeur, c'est peut-être pas bien dit, mais qu'un commentaire où on sent que ça y est, vous leur avez changé le plus beau jour de leur vie. Et du coup, pour moi, ça, c'est quelque chose qui peut avoir plus de valeur. Voilà. Oui, après, forcément, il faut que la personne qui écrit soit à l'aise avec les mots et soit capable de transmettre son émotion. On sent. Oui, mais il y a des gens qui, par exemple, ne vont pas commenter parce qu'ils ne sont pas à l'aise avec l'idée. Pour autant, oui, effectivement, et particulièrement pour les officiants et puis pour tous ces prestataires qui ont un affect particulier avec les mariés qui les accompagnent, nous, officiants, on rentre dans l'histoire et dans l'intimité des mariés. Donc, généralement, les commentaires sont relativement chaleureux quand ça s'est bien passé. Et c'est logique puisque... On devient presque des proches, des proches un peu particuliers, mais des proches quand même. Et oui, ça se sent. Donc du coup, les avis, le contact, je suis à 100% d'accord pour tous les prestataires. Ça jouera sur votre stress le jour J. Si vous vous sentez en confiance, vous serez plus détendu. Et est-ce qu'il y a d'autres éléments que tu aurais voulu ajouter là-dessus? Après, il y a le sérieux du prestataire, mais ça, c'est valable pour tout le monde. Est-ce qu'il peut vous présenter un contrat qui sera signé? Parce que c'est ça, à partir du moment où on est professionnel, on doit avoir une structure juridique, on doit pouvoir faire signer un contrat, on doit pouvoir émettre une facture. Si vous n'avez pas ces éléments-là, c'est que cette personne n'est pas véritablement un professionnel institué et vous risquez d'avoir des soucis par la suite. C'est ça, c'est-à-dire qu'en fait, vous pouvez très bien avoir des gens très bien qui font ça à côté de leur métier, mais... il y a un risque qui est réel. Vous pouvez avoir des bonnes surprises, mais vous pouvez aussi avoir des mauvaises surprises s'il n'y a pas de contrat. C'est ça. Puis on peut très bien faire ça à côté d'un métier et avoir une structure juridique. L'auto-entreprise est faite pour ça. C'est un gage de sérieux également. Tout à fait. Donc en gros, il faut qu'il y ait des formes. Je te rejoins tout à fait. Alors, les différents types de prestations. Quels sont les différents types de prestations proposées par un officiant? Est-ce qu'il y a différents types de prestations déjà? Oui, il y en a différents types. C'est assez vaste. Et la difficulté, c'est que vous ne pouvez pas vous faire un tableau avec qui fait quoi. Ça n'aura pas beaucoup de sens. Donc, ce que je conseillerais, c'est de rencontrer les personnes dont la présentation vous intéresse quand vous les découvrez, quelle que soit la manière dont vous les découvrez, pour voir ce qu'il y a derrière. Les différentes prestations. Alors, il existe des officiants qui ne font que du coaching, qui vont coacher vos proches pour qu'ils les écrivent, pour qu'ils animent la cérémonie. Ça, c'est intéressant. Ça veut dire que pour les gens qui n'ont pas choisi qu'il y ait un officiant, ils peuvent trouver quelqu'un qui les guide là-dedans. C'est ça. Donc, du coup, ce n'est pas un officiant à proprement ça n'est pas un officiant à proprement parler puisqu'il ne va pas officier, mais il va pouvoir guider quelqu'un et le coacher. Il n'est pas officiant sur ce mariage. Peut-être qu'il va faire d'autres choses à côté. Donc, ça va être un coach pour vous aider à construire et conduire votre cérémonie laïque. D'accord, ok. Il y a ceux qui vont écrire la cérémonie, puis coacher quelqu'un pour qu'il l'interprète. Il y a ceux qui vont la créer, l'écrire, l'interpréter. Et puis, il y a ceux qui vont tout faire ensemble aussi. L'écrire à quatre mains, globalement, et puis peut-être l'officiant va le faire, ou un proche, on ne sait pas encore. Et toi, tu fais quoi? Moi, je fais la totale, et je ne sais pas être juste coach. J'ai un gros problème, c'est que je suis une perfectionniste, mais alors pas le côté toujours positif. Il y a aussi des versants négatifs, et je ne sais pas lâcher. Enfin, je mets mes tripes dans ces cérémonies, j'y vais, je passe un temps fou dessus. Je confirme. Mais enfin, voilà, j'y vais à fond, et un de mes plaisir, et clairement, je suis une droguée de la cérémonie laïque. Le fait de vivre ce moment, les émotions qu'on reçoit et qu'on transmet, cet échange, sont des moments vraiment extraordinaires qu'on n'a pas l'occasion de vivre souvent dans une vie, à l'exception des gens qui en font leur métier. Alors me priver de la meilleure part de ce métier, je suis désolée, mais non, là, égoïstement, je ne le fais pas. Oui, et puis comme tu disais, finalement, quand on fait un métier comme ça aussi... investi émotionnellement, finalement, on ne va pas faire une centaine de mariages par an, c'est faux. J'imagine que si tu en fais une vingtaine, c'est le bout du monde. C'est globalement 20, 23, mais ça ne va pas aller chercher plus loin. Et jamais plus d'un mariage par week-end pour ce qui me concerne. Je dis souvent que c'est comme quand on lit un super bouquin. En général, on accélère vers la fin parce qu'on est pris dans l'écriture et dans l'histoire, et puis arrive la dernière page, la dernière ligne, le point final, et c'est terminé. Et c'est dur. Imaginons qu'il n'y a pas de suite, bien sûr, sinon c'est trop facile, on prend celui d'après. Mais là, c'est fini. Alors oui, on pourra peut-être relire le livre,
mais moi, je ne pourrais pas refaire cette cérémonie. J'étais là avec vous, j'ai fait partie de votre vie pendant des semaines, j'ai vécu ce moment, je passais par tout le spectre des émotions avec vous, et là, c'est fini. Mais de la même façon qu'on ne reprend pas un autre bouquin tout de suite après, il faut le temps de digérer, c'est pareil pour une cérémonie, pour ce qui me concerne. Moi, je suis d'accord. Je ne peux pas réenchaîner derrière. J'ai besoin d'atterrir et j'ai besoin de me remettre en route. Parce que tu as investi. Oui. Donc, je trouve ça très juste. Alors, du coup, autre question. Alors, la question qui tue, mais tellement importante. Le nerf de la guerre, je dirais. Les tarifs. Comment est-ce qu'un officiant fixe-t-il ses tarifs? Et que comprend le tarif d'un officiant? Eh bien, c'est variable d'un officiant à l'autre. C'est une profession qui n'est pas réglementée et donc, par définition, les tarifs ne le sont pas non plus. Donc, la question est très juste. Comment est-ce qu'on fait pour le fixer? De manière logique, il y a bien sûr le temps que l'officiant va passer sur l'écriture de sa cérémonie, enfin l'écriture, la conception, l'écriture, la mise en scène, etc. de sa cérémonie. Le temps, ça se rémunère d'une certaine façon. Il y a aussi la qualité de ce temps. Passer du temps pour passer du temps, c'est une chose. Est-ce que cette personne a de véritables compétences? Elle va pouvoir chiffrer ça. Et sa renommée, bien sûr, plus elle est demandée et plus elle peut augmenter ses tarifs si elle le souhaite. Pas nécessairement, hein, mais c'est possible. Oui. Et puis ça compte, hein, mine de rien, si c'est son métier, il faut qu'elle en vive. C'est ça aussi. Donc il y a ce point. Et puis il y a bien sûr ce qu'on met derrière la prestation de l'officiant. Il y en a qui vont faire la décoration, et dans ces cas-là, ça s'ajoute. Il y en a qui vont faire la sonorisation. Et donc, je suppose que ça s'ajoute également. Pour ma part, je conseille, pour moi, c'est des métiers à part, et particulièrement la sonorisation qui est extrêmement technique, et pour voir chaque personne et puis avoir ses spécificités, être sûr de ne pas galérer, il y a toujours un imprévu à gérer. Il faut savoir le faire. Et clairement, quand on me disait au début que le coup de cœur professionnel et la façon dont on se sent en confiance, ça joue, j'ai adoré la façon dont vous avez géré. Et c'est important. Parce qu'on avait... Alors, pour l'anecdote, oui. Donc on avait... notre orchestre avait sonorisé la cérémonie laïque qu'avait officié Anaïs. Voilà. Ça. Et puis il y a des imprévus et donc il faut pouvoir le faire, et c'est un véritable métier qui n'est clairement pas le mien. Je ne suis pas non plus acousticienne, je n'ai pas le matériel adéquat, et c'est un vrai métier. Maintenant, certainement, si des officiants vous disent qu'ils le font, si vous pouvez vous assurer qu'ils le font bien, allez-y. Mais en soi, ça fait partie forcément du tarif de l'officiant. C'est là où regardez les commentaires. Parce que s'il maîtrise son sujet, pourquoi pas, hein, après tout. Voilà. Ok, très bien. Alors oui, petite question dans la lignée de tout ça. On nous a demandé comment est-ce que tu trouves l'inspiration. Je veux dire, à un moment, comment... Alors tu nous as un petit peu parlé, tu discutes donc avec les gens, etc. Mais à un moment, ton métier c'est de faire des cérémonies. Est-ce que tu arrives à sortir d'un schéma qui soit toujours un peu le même? Est-ce qu'il n'y a pas le risque, quand on prend un officiant professionnel, d'avoir finalement toujours la même cérémonie? Alors ça, c'est une question qui me déroute un petit peu parce que j'ai jamais été confrontée à ça, en fait. J'ai jamais eu l'impression de refaire la même chose. Je fais chaque cérémonie pour chaque couple. Et ce qui va m'inspirer, pour revenir à la première partie de la question, c'est le couple lui-même, c'est son histoire, c'est sa personnalité, je dis souvent ses couleurs, ses goûts, c'est la façon dont il interagit. Ce ne sont pas les mêmes personnes, je ne vais pas utiliser les mêmes mots. Alors oui, je disais, j'ai des points qu'il va falloir que j'insère dans la cérémonie. Mais globalement, quand je commence de la page blanche. C'est jamais facile. Le début est toujours un petit peu compliqué. C'est comment je vais démarrer cette cérémonie, de quoi je pourrais parler, quel va être mon fil conducteur pour ces gens-là. Est-ce qu'ils ont un thème? Est-ce que ça peut être le thème? Est-ce qu'il y a une idée générale que j'ai envie de mettre en avant? Le destin, l'évidence, la coïncidence, ou au contraire le fait de travailler avec acharnement pour que son couple fonctionne, ou la magie, ou la douceur. Enfin, je vais chercher de quoi partir pour garder ce ton-là sur l'ensemble de la cérémonie. Et puis ensuite, c'est l'histoire. C'est comme si on demandait à un romancier est-ce que vous pouvez écrire, est-ce que vous n'avez pas l'impression d'écrire toujours le même roman? Si c'est le cas, c'est qu'il y a un souci. Et j'espère bien que ça ne m'arrivera jamais. Mais et puis l'avantage que j'ai, c'est que j'ai pas besoin d'inventer une histoire, elle existe déjà. Je dois la mettre en mots et la mettre en valeur. Choisir quoi éclairer, quoi mettre en lumière et quoi atténuer pour que tout soit porté comme les mariés le souhaitent.
Mais du coup, il n'y en a pas deux qui se ressemblent. Ça, plus tous les éléments de personnalisation, on parlait des rituels, mais chaque rituel, déjà, il y en a tellement. Et puis tous peuvent être personnalisés de manière différente quand on n'en crée pas directement pour les mariés parce qu'on n'a rien trouvé qui cadrait avec l'idée qu'on avait envie de mettre en avant. Donc, il va falloir qu'on en parle. On va en parler des rituels. Mais voilà, il y a tellement d'éléments que... Où est-ce qu'on trouve l'inspiration? Dans le couple, dans son univers. Souvent, je leur demande quand s'ils ont envie, ils peuvent m'envoyer leur playlist musicale. Et j'écris en fait avec leur son dans les oreilles, ça va me donner une dynamique particulière. J'écris beaucoup en musique, je change beaucoup de place. Quand dans mon bureau, j'en ai marre, j'arrive plus, ça n'avance plus, j'écris 3 lignes en 1 heure, ça va pas. Je prends toutes mes affaires, je m'installe sur mon tapis, ou je sors, je vais dans l'herbe. Enfin voilà, le fait de changer d'air, de voir d'autres gens, ça inspire. Merci beaucoup Anaïs. Alors du coup là on arrive au bout de la deuxième partie sur le rôle de l'officiant. On va répondre à vos questions. Et avant de le faire, du coup ça m'intéresserait d'avoir un petit peu votre ressenti. Abstraction faite de la question du budget qui évidemment peut être un sujet, mais ça c'est autre chose. Suite à ce qu'on vient de vous raconter, du coup, de quoi vous auriez envie? Vous auriez envie plutôt d'un officiant professionnel, d'un proche? Vous auriez opté pourquoi ou pourquoi avez-vous déjà opté? Voilà. On va donc répondre aux questions. Et avant, je regarde ce que vous m'avez posé comme question sur le live. On avait Vincent qui nous demandait si je prends un officiant professionnel, est-ce que ça signifie que je n'ai plus rien à faire pour préparer ma cérémonie? Non, futur marié, surtout pas. Ne vous désengagez pas de votre cérémonie laïque pour une raison toute simple. Votre officiant, comment est-ce qu'il va découvrir votre histoire? Qu'est-ce qu'il va raconter? Comment est-ce qu'il va écrire si vous ne lui racontez pas? Et rien que ça, raconter son histoire, repasser par toutes les étapes, les raisons qui font qu'on se marie avec cette personne, c'est un investissement à part entière, ça prend du temps. Et puis, c'est pas l'officiant qui va connaître vos goûts comme ça, musicaux, en claquant des doigts, il faut que vous lui disiez. Il peut vous aider à vous dire, par exemple, sur la musique, il peut vous dire, je vais en placer une à tel moment, on sera dans telle émotion, pour éviter de mettre, je sais pas moi, sur un moment d'émotion, I got a feeling. Les Black Eyed Peas, ça va pas marcher du tout. Donc, pour éviter ce genre de choses, il faut qu'il puisse vous guider. Il peut vous guider sur le sens de la musique, vérifier qu'il n'y a pas des contresens. On m'a proposé par exemple Maria Carey, une magnifique chanson Without You sur un rituel d'engagement. Sans toi, sur un rituel d'engagement. Vous êtes sûr? Si les mariés sont sûrs, pourquoi pas? Ça m'arrive très très souvent. C'est ça. Moi, on m'a fait faire Someone Like You de Adele. C'est une chanson de rupture. Voilà. Alléluia. Jeff Buckley, c'est la nostalgie d'un amour perdu. Ça, on me l'a demandé à l'église. Il n'y a rien de plus profane. Il faut regarder le texte. Oui. Attention au texte. Pardon. Alors, mais voilà, on peut choisir d'y aller quand même, même si le texte ne colle pas, mais il faut le faire en conscience. Tout à fait. Parce que si le jour de votre mariage, vous dites, mais tu sais que pour la sortie de cérémonie, tu as choisi une chanson de rupture? Si vous ne le savez pas, ça va vous heurter, vous allez y repenser tout le long de la journée et c'est fichu pour les bienfaits de la cérémonie et de la journée. Alors que si vous le savez, vous pouvez dire oui, je sais, et soit vous pouvez vous étendre, soit vous n'avez même pas à vous justifier. Si vous le savez, vous n'avez pas la même posture. Donc, je sais pas où on est parti. Ah oui, est-ce qu'on n'a rien à faire? Non, il y a les choix des cérémonies. Tu as répondu en fait. Mais il y a aussi des clés. Par exemple, il y a des intervenants qui sont peut-être un peu moins réactifs que d'autres lorsqu'ils écrivent leur discours et lorsqu'ils sont dans le travail avec l'officiant. Et si l'officiant n'arrive pas à travailler avec eux, là, vous, mariés, vous avez des leviers que l'officiant n'aura jamais. C'est sûr. Du type, tu réponds à l'officiante, s'il te plaît, elle a besoin de toi. Et oui, on a besoin d'eux aussi. L'officiant fait la plus grosse partie du travail, mais toute la matière première, c'est vous qui l'apportez. Si vous vous désengagez de votre cérémonie, là, oui, vous aurez la cérémonie de monsieur et madame tout le monde et elle n'aura aucun sens. Ce ne sera pas votre mariage, ce sera le calque d'une jolie présentation. Merci Anaïs. Alors, regardons. Qu'est-ce que vous me dites? Attends, il faut que je remonte un petit peu. Un petit mot sur les rituels, Maud, ça, en fait, c'est même tellement important qu'on va vraiment en parler dans la personnalisation. Effectivement, c'est très important. Alors, à savoir, on peut mettre un commentaire sur mariage.net sans l'accord du prestataire, me dit Marianne. Ah bon? Alors, peut-être, mais à ce moment-là, c'est nouveau. Parce que dans le temps, c'était pas le cas, en tout cas. Il y a encore pas longtemps. J'ai envie de dire tant mieux. Tant mieux.
D'accord, et ben vous m'apprenez quelque chose, ça veut dire que ça a changé. Et donc, c'est encore plus fiable. Du coup, c'est mieux. Mais dans le temps, ça l'était pas, attention, pour le coup. Alors, une petite chose sur mariage.net, ce ne sont que des commentaires de mariés. Or, une cérémonie laïque ne s'adresse pas qu'aux couples. C'est vrai que moi, sur Facebook, pour l'orchestre, on a déjà eu des commentaires d'invités. Et c'est important, et particulièrement dans la cérémonie, je le disais au départ, une succession de discours va plaire aux mariés. On est en train de leur parler, mais l'assistance peut risquer de s'ennuyer. C'est vrai. Du coup, sur mariage.net, il manque ce retour des personnes qui ont assisté à la cérémonie, qui ont un regard un peu plus extérieur, mais qui pourraient dire si elles ont passé un bon moment ou pas. Ouais, c'est juste, c'est juste. Alors, du coup, hop, faut que je remonte. Malika qui nous demande pour l'entrée, vous conseillez plus une arrivée en couple ou séparément? Alors, je ne conseille pas l'un plus que l'autre, ça va dépendre de l'idée que les mariés ont envie de faire passer. Une entrée séparée, globalement, c'est signifier qu'il y a deux personnes différentes, chacune avec son univers, sa personnalité, ses forces, ses faiblesses, ses envies, qu'ensemble, ils vont construire quelque chose qu'on appelle le mariage et ils vont ressortir ensemble de cette cérémonie. D'ailleurs, je dis toujours, vous entrez séparément sur des musiques différentes. Oui. Des personnes différentes, des univers différents, des musiques différentes. D'un point de vue technique aussi, ça se justifie également parce que si la première personne prend plus de temps et qu'il reste 20 secondes à la deuxième pour faire son entrée, ce serait dommage et c'est un coup à se prendre les pieds dans le tapis. Question qu'on me pose souvent, est-ce qu'on conseille un tapis de cérémonie? Non, jamais. C'est une très mauvaise idée. C'est très joli sur Pinterest selon certains points de vue, certains angles de vue, mais quand on est sur place, c'est un grand aplat de couleurs qui écrase la cérémonie. C'est difficile d'en faire quelque chose de joli. Sur les photos? Oui, c'est possible sur certaines photos selon un certain angle, mais sinon ça écrase vite le décor. Après, certains décorateurs pourront peut-être le faire, mais ils ont l'expertise pour le faire. Ça, c'est pour le visuel. Toujours sur le visuel, vous êtes les derniers à marcher sur ce tapis. Sachez-le. Donc, il sera forcément sale au moment où vous arriverez et ça laisse des marques. Pour peu qu'il soit blanc, c'est fichu. Alors, sauf si vous êtes passé par des professionnels, ce qui n'est pas le plus courant, et qu'à ce moment-là, il passe par le côté, oui. Alors, même pas, c'est qu'il y a des tapis qui sont, comme au Festival de Cannes, par exemple, en fait, c'est recouvert d'un film plastique et on l'enlève au moment de la montée des marches des artistes. Mais ça demande un certain niveau de logistique. C'est ça. Par contre, là où je te rejoins, c'est qu'attention à ne pas se prendre les pieds dans le tapis. Voilà, c'est le troisième point, la sécurité. Un tapis, on ne peut pas le river au sol. C'est ça. Ni le gasper, c'est gros. Non, c'est trop large. Oui, et il faut bien voir qu'il y a de l'émotion à ce moment-là. On est un peu flageolante. Alors les garçons encore, vous, ça va parce que vous avez vos chaussures. Mais nous, en général, on est perchés sur talons. Oui, vous et les invités. Hein. Et les invités. C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Séverine qui nous dit « Ce live est top, j'apprends plein de choses. Merci, que je ne soupçonnais pas. Merci Séverine. » J'ai abordé qu'un point de la question, l'entrée séparée, et je n'ai pas parlé de l'entrée ensemble. L'entrée ensemble, c'est une autre symbolique. C'est en gros, nous sommes déjà un couple institué. Nous avons déjà une histoire commune à raconter. Nous sommes déjà ensemble depuis un certain temps et ce dont on veut vous parler, c'est d'une étape supplémentaire dans notre histoire, qu'est le mariage. Et dans ces cas-là, vous arrivez ensemble, avec ou sans cortège. Le cortège, il faut l'avoir en tête, ça alourdit beaucoup la cérémonie et derrière, il faut le jouer en termes de rythme pour reprendre. Le défilé, c'est plus les codes de l'église, globalement. Pour moi, c'est l'église. Et donc, du coup, c'est très... Alors, le terme est assez mal choisi, mais pompeux, enfin la pompe au sens de la tradition. Et du coup, derrière, sur la rythmique, si on veut avoir quelque chose de plus dynamique, il faut vraiment travailler l'écriture. Oui, le cortège sur une cérémonie laïque, j'ai jamais... Je pense que je ne l'ai pas vu. Si, tu l'as déjà vu, toi? Beaucoup de demandes, je le déconseille, je le déconseille, mais pour ceux auxquels ça tient à cœur de défiler devant des personnes. Pour les parents, parfois, c'est pour eux aussi que ça peut être important. Alors, il y a plein de choses qui peuvent se faire pour les parents. Si, par exemple, les parents, on peut si les mariés font une entrée ensemble, du coup, qu'est-ce qu'on fait des parents? Souvent, c'est le papa de madame et puis la maman de monsieur, quand c'est un couple hétérosexuel, ce qui n'est pas forcément le cas. Et dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on fait des parents quand c'est des couples homosexuels et du coup, il faut croiser, il y a plein de choses à penser. Eh bien, on peut faire entrer les parents d'abord, faire une espèce de mini aide d'honneur à l'entrée de la cérémonie. C'est une façon de montrer qu'ils sont les parents, qu'ils présentent leurs enfants, qu'ils viennent les marier, puis les enfants passent entre eux, et puis les parents peuvent fermer la marche, par exemple, dans une même dynamique. C'est joli, ça. Oui. Ok.
Alors, Et oui. Mathilde qui nous dit, si notre officiant est un proche, comment l'accompagner? En tant que marié, déstressez-le. Ça va être le premier point. Si vous êtes vous très sous pression, c'est quelqu'un qui va être très très sous pression. S'il a les qualités qu'on a énoncées au départ, c'est quelqu'un qui va savoir faire. S'il n'a pas ces qualités, posez-vous la question si vous ne ferez pas quelqu'un d'autre qui ait ces qualités ou éventuellement de faire appel à quelqu'un d'extérieur. Il existe des officiants qui font ces accompagnements, on l'a dit, pour les aider, qui peuvent. Là, je sais pas du tout mon domaine, mais peut-être sauraient-ils. Enfin, ils sauront vous renseigner si vous leur posez la question, savoir si un accompagnement est possible et de quel niveau. Si vous avez quelqu'un qui n'est pas fan de la prise de parole en public, mais oubliez tout de suite l'idée de lui confier le rôle d'officiant. S'il a ses qualités, si vous avez confiance et si vous vous sentez bien, dites-lui que vous avez confiance, déstressez-le, ça va bien se passer. Oui, c'est une partie importante du mariage, mais vous ne lui en voudrez pas si ce n'est pas à la hauteur de ses espérances à lui. Les mariés sont au courant de tous les détails de la cérémonie, de qui prend la parole, etc., du contenu, ou en général, il y a une part de surprise? Alors, ils savent qui va prendre la parole. Ça, c'est important parce que quelqu'un qui me solliciterait sans que les mariés m'en aient parlé, je n'ai aucun moyen de savoir si cette personne est légitime à parler. Je n'ai aucun moyen de savoir si cette personne est en conflit depuis ou pas. Donc, c'est trop risqué de ce point de vue. En revanche, ils ne savent pas du tout ce qu'ils vont raconter. Pour ce qui concerne alors les musiques, forcément, ils les choisissent. À quel moment elles arrivent, etc. Ça, non, pas forcément. Les rituels, bien sûr, ils les choisissent. Comment ils vont se passer aussi, mais comme c'est de l'action, ça peut se passer un petit peu différemment et le vivre, c'est autre chose. Sur le texte de l'officiant, deux possibilités. Oui, on peut avoir le texte avant. Alors, ça va dépendre de l'officiant, mais je trouve que oui, on peut, si on a besoin de se rassurer. Mais on va casser l'élément de surprise. Mais si on a besoin de se rassurer, ma foi, pourquoi pas. Ou alors on peut choisir d'avoir la surprise. Il faut savoir que, allez, je dirais 90% des gens que je rencontre en rendez-vous me disent « Oui, mais j'aimerais bien le texte avant quand même ». C'est normal, on ne se connaît pas au moment où on se rencontre. Et puis, la semaine qui précède le mariage, on me dit « Non, finalement, vas-y, je ne veux pas le lire ». Ou alors, il y a ceux qui me disent « Oui, je veux bien l'avoir, mais qui ne le lisent pas ». Ça, c'est très, très fréquent aussi. Ça les rassure. Ça les rassure, ça existe, oui, clairement. Une cérémonie d'1 heure, on ne l'improvise pas comme ça. Oui, il y a un texte et un texte écrit au cordeau. Merci Anaïs. Alors, quel conseil pouvez-vous donner à mon conjoint qui appréhende de prendre la parole en public? Élodie, est-ce que vous pouvez nous préciser, du coup à ce moment on y répondra après, si votre conjoint du coup vous êtes une future mariée ou est-ce qu'il intervient en tant qu'officiant ou proche qui prend la parole? Ou proche. Alors je suppose que c'est une future mariée. Si vous pouvez juste nous préciser ça, puis on vous répondra à la prochaine question. Alors j'ai encore une dernière question, c'est Jus qui me demande comment clôturer une cérémonie et réussir une sortie. Quel type de musique pourriez-vous suggérer? Je peux? Oui. Une musique festive, on fait tout péter. Ah, ça c'est la fin, pas l'entrée. La fin, la clôture. Oui. On parle de la clôture. Ah, pardon. J'étais encore sur l'autre question. Voilà. Et d'ailleurs, petite anecdote, et après je te rends la main. Ce qui peut être très sympa, c'est parce qu'on peut clôturer, on peut mettre la musique à la sortie de la cérémonie. Mais si juste après vous enchaînez le cocktail, ce qui peut être très bien, surtout si vous avez pris un orchestre, c'est que quand la cérémonie se finit, on lance la musique au niveau du cocktail sur quelque chose de donc très festif pour faire venir les invités sur le cocktail. Tu valides? Oui, tout à fait, effectivement. Quelque chose de très festif et qui démarre tout de suite. Oui. Globalement, c'est vive les mariés et paf, on n'a plus le temps d'attendre que ça démarre. Donc, si la musique que vous avez choisie a un long temps d'introduction, je parlais globalement des Black Eyed Peas. Pam, 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 pam. C'est trop long. Il faut démarrer plus loin, chercher le moment où ça envoie, quoi. Tout de suite, on est d'accord. Voilà. Et attention, parce qu'il y a plein de musiques où on a en tête le refrain et on est d'accord, ça colle pas tout de suite dès le début. C'est ça. Donc, dans ces cas-là, il faut préciser à quel moment on démarre. Oui, très juste, très juste. Ok. Alors, oui, Élodie nous précise, oui, elle est future mariée. Donc, du coup, c'est pour l'échange des vœux. C'est pour l'échange des vœux, voilà. Alors, s'il appréhende de prendre la parole en public, c'est ce que je disais d'une part, c'est il y a des personnes qui vont assister à leur échange de vœux, mais ce n'est pas à ces gens-là qu'il va parler à ce moment-là. Il va parler à celle qui sera à ce moment-là sa femme. C'est ses yeux qu'il va regarder, c'est à elle, à son regard qu'il va s'accrocher. Déjà, ça retire une partie de la pression.
je le sais, personne ne me croit quand je dis ça, parce que c'est toujours avant, et personne ne me croit quand je dis que l'assistance disparaît aux yeux des mariés. Mais je vous garantis que c'est vrai. Si vous choisissez de sortir et de vous adresser à l'assistance, c'est possible, mais de manière générale, si vous avez envie de vous adresser à la personne que vous aimez à ce moment-là, il n'y a personne d'autre au monde qui existe à ce moment précis. Déjà. L'autre point, si on a peur d'être submergé par l'émotion, ce qui est autre chose que la prise de parole en public seule, on se pose, on garde les pieds dans l'alignement des hanches, on s'ancre et on respire. Ne pas avoir peur de faire des pauses, de s'arrêter. C'est pas grave si on entend un... C'est pas grave du tout. On le sait, vous allez être ému. C'est normal. C'est logique. Et puis si vous êtes beaucoup plus dans le contrôle, peut-être vous le montrerez moins, mais vous le serez à l'intérieur et ça va se sentir quand même. Mais pour quelqu'un qui a peur de l'émotion dans la gorge, on se pose, on s'ancre, on voit avec l'officiant s'il peut se mettre derrière, on lui jette un coup d'œil, c'est bon, ça va, on se rassure, ça va bien se passer. Et vraiment, on prend son temps. Les vœux, c'est pas trop long, c'est comme les discours, hein, globalement. Il n'y a pas de durée minimum sur des vœux. J'ai déjà vu des vœux durer 30 secondes qui étaient d'une intensité folle. Il n'y a pas besoin de plus. Il faut juste être sincère et aborder quelques points essentiels. Mais vraiment, se poser et prendre son temps, c'est le conseil principal. S'appuyer sur son officiant, son officiante, au choix, pour vraiment, ou d'une personne de confiance. Si on veut lui jeter un coup d'œil et qu'on sait que ça va nous rassurer, on peut le faire aussi. Donc ça veut dire, Élodie, que il va se raccrocher à vous, que quelque part, ça marque encore plus à quel point vous êtes et vous serez son pilier. Clairement, c'est une façon de se soutenir, effectivement.